est tout juste 18h30 sur Aloula et c'est le journal. À la une de l'actualité ce soir. La deuxième phase de l'opération Grand Froid touche à sa fin. Tout au long de cette action humanitaire lancée sur haute instruction royale, les habitants de 13 provinces ont profité de kits alimentaires et de couvertures. Ce soir, nous ferons le bilan dans la province de Bni Mellal où l'opération est déjà clôturée. Escale également à Agadir où le salon Aliotis ferme ses portes. Cette vitrine de l'économie bleue a rassemblé plus de 330 exposants actifs dans le secteur de la pêche maritime et de l'aquaculture. Ils représentent près de 50 pays. Enfin, nous vous embarquerons dans une visite guidée au cœur de la Kasbah des Oudaya. Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, cette ancienne forteresse historique cache derrière ses remparts millénaires des histoires et des monuments, de quoi charmer des touristes venus des 4 coins du monde. Bonsoir à tous. Avant de développer ces titres, ce rappel de l'entretien téléphonique que Sa Majesté le roi Mohammed VI a eu mercredi dernier avec Pedro Sánchez, président du gouvernement espagnol. Au cours de cet entretien chaleureux, Sa Majesté le Roi s'est félicité de l'évolution dans la concertation, la confiance et le respect mutuel de la nouvelle phase du partenariat bilatéral depuis la rencontre du 7 avril 2022 entre le souverain et le président du gouvernement espagnol. Les engagements contenus dans la déclaration conjointe adoptée à cette occasion ont été substantiellement mis en avant. C'est dans ce contexte que Sa Majesté le Roi a salué la tenue à Rabat de la 12e session de la réunion de haut niveau Maroc-Espagne. Et pour renforcer cette dynamique positive dans le partenariat stratégique bilatéral excellent, Sa Majesté le Roi a invité le chef du gouvernement espagnol à effectuer une visite officielle au Maroc très prochainement. Place à présent à un tour d'horizon de l'actualité marquante de la semaine, un décryptage qui est fait par professeur Mostafa Shimi, professeur de droit et politologue. Professeur, bonsoir. Bonsoir. On commence par la tenue de la 12e réunion de haut niveau Maroc-Espagne, la réunion qui a eu le plus de résultats concrets dans l'histoire de deux pays avec 19 accords signés. La nouvelle feuille de route creuse tension dans tous les domaines. Quel a été l'impact de cette réunion sur les volets économiques et politiques? D'abord, cette réunion de haut niveau, donc entre les deux gouvernements, espagnol et marocain, a porté ses fruits, précisément, on va y revenir, parce qu'elle s'inscrit dans la déclaration conjointe du 7 avril 2022, où le chef du gouvernement espagnol avait été reçu par Sa Majesté le Roi, vous le savez. Et donc les principes ont été posés donc en avril 2022. Et ce sont ces principes qui ont conduit aux accords, la vingtaine d'accords qui a été signés à cette occasion. Il faut dire que cette réunion a été préparée pendant des mois avec des groupes de travail. Dans différents secteurs qui sont connus, etc. Et c'est ça qui a conduit à une nouvelle feuille de route articulée autour de 74 points. On a rarement vu un document aussi détaillé, aussi précis sur tous les secteurs, donc ça c'est un acquis. Le deuxième acquis, c'est le renforcement de la coopération entre les deux pays, avec la mobilisation par Madrid de 800 millions d'euros pour des opérations de financement et de partenariat. C'est pas négligeable. On signale au passage que l'Union européenne accorde 200 millions d'euros par an. Donc 800 millions d'euros de la part de l'Espagne, c'est tout à fait significatif. Troisième point, c'est le climat dans lequel s'est déroulée cette rencontre, attesté par la qualité de l'accueil, les déclarations des uns et des autres, et puis aussi, il y a eu l'entretien téléphonique du souverain avec le chef d'exécutif espagnol, vous avez fait référence, mais en même temps, là c'est une visite de travail, mais en même temps l'annonce, l'invitation faite à M. Pedro Sánchez d'une visite d'État. C'est vous dire la solidité, la nature, la dimension de ce partenariat privilégié entre Madrid et Rabat. Et professeur, ces données confirment que le Maroc est un partenaire stratégique pour l'Espagne, un partenaire fondamental pour reprendre les termes du chef de la diplomatie espagnole
espagnol José Manuel Álvarez, une coopération fructueuse qui s'érige en un modèle distingué dans les relations nord-sud. À ce stade, quels sont les défis auxquels les deux pays doivent apporter une réponse commune? Pour employer le langage courant, vous me permettrez de vous dire ceci, tout baigne dans tous les domaines. Bon, maintenant, sur un autre vocabulaire, évidemment, c'est important. D'ailleurs, ce qui pouvait poser problème, et qui était un sujet de fâcherie, c'était bien la question nationale. Cette question nationale, maintenant, qui est réglée avec la nouvelle position d'Espagne, qui considère la marocanité des provinces sahariennes et qui souligne que la proposition marocaine d'avril 2007 faite au Conseil de sécurité sur l'autonomie la plus sérieuse, la plus crédible, et donc elle doit s'imposer. Ça, c'est un acquis fondamental, c'est-à-dire il n'y a aucun contentieux sur la question nationale. Maintenant, il y a un champ immense de potentialités de coopération bilatérale. Je vous rappelle que les échanges entre les deux pays sont de 18 milliards d'euros, avec une progression de 20% pour l'année 2022, c'est tout à fait notable, et également d'énormes potentialités pour les années à venir, non seulement sur le plan bilatéral, mais aussi triangulaire, puisqu'il y a des projets de coopération triangulaire, notamment en direction de l'Afrique, pour permettre la promotion d'investissements et des bases d'un nouveau partenariat. C'est quelque chose d'inédit dans les rapports entre le Nord et le Sud, entre un pays de la rive nord de la Méditerranée et un pays de la rive sud, et c'est un modèle réussi qui devrait inspirer beaucoup de pays de la rive nord, notamment au niveau de l'Union européenne. Et professeur, au cours de cette semaine, nous avons commémoré une date clé pour le Maroc, le retour du Royaume à l'Union africaine. Rappelons que c'était le 30 janvier 2017. Un succès diplomatique et stratégique. 6 ans après, les résultats sont parlants sur tous les registres politiques, économiques, culturels et aussi humains. Le Maroc a quitté, vous le savez, l'Organisation de l'Unité africaine, c'était comme ça qu'elle s'appelait auparavant, en novembre 1984, suite aux conditions invraisemblables et illégitimes et illégales aussi de l'admission de la prétendue RAST. Pour autant, le Maroc n'était pas absent de l'Union africaine et il a beaucoup développé dans le continent un tissu, un maillage de relations bilatérales très fortes. Premier point. Deuxième point, en juillet 2016, au sommet de Kigali, capitale du Rwanda, pas moins de 28 pays ont demandé instamment le retour du Maroc au sein de l'Union africaine. 28 pays, c'est plus que la majorité. Donc il y a là un processus de maturation qui s'est fait et le Maroc a répondu à cette invite avec son admission et sa réintégration au sein de la famille institutionnelle et pas africaine, donc le 30 janvier 2017. 6 ans après, évidemment, le bilan est important. Le bilan est important, pourquoi? Parce que d'abord, le Maroc a tenu à ce qu'il y ait une restructuration des modes de fonctionnement de l'Union africaine. Notamment, il y a un projet de réforme qui a été préparé par le président rwandais, qui est en cours de réalisation. Et il y a un certain nombre de propositions quant à une meilleure gouvernance de l'Union africaine. Deuxième point, le Conseil de paix et de sécurité, qui est un organisme important, précisément chargé des questions sécuritaires. En fait, sur ce plan-là, le Maroc a veillé à y avoir sa place. Il a eu un premier mandat de 2018 à 2020, puis en février dernier, il y a un an, un mandat de 3 ans. Pourquoi cette confiance renouvelée? Parce que le Maroc propose un certain nombre de réformes touchant l'action de l'Union africaine dans le continent, question des réfugiés, question climatique, question de l'intégration régionale, question de la paix et de la sécurité, et puis des propositions de paix et de sécurité, notamment en Libye, ailleurs, etc. Le bilan est donc tout à fait notable et significatif pour ces 6 ans d'adhésion du Maroc à l'Union africaine. Et c'est l'expression d'une mobilisation royale en direction du continent. Je vais vous rappeler, le souverain a effectué pas moins de 50 visites en Afrique avec 1000 accords, un millier d'accords qui ont été signés. Donc c'est là une vision stratégique, un redéploiement de notre diplomatie, et le Maroc est tout à fait à l'aise pour porter un certain nombre de principes, notamment la coopération sud-sud, et faire entendre la voix de l'Afrique. Le souverain est attaché à ceci,
que l'Afrique assume son leadership et fasse entendre sa voix dans le concert des nations. Professeur Mostafa Sahimi, je vous remercie pour cet éclairage. Je rappelle que vous êtes politologue, professeur de droit. Merci à vous. La deuxième phase de l'opération Grand Froid de la Fondation Mohamed V pour la solidarité touche à sa fin au niveau de la province de Beni Mellel. Mission accomplie au plus près des vulnérables en cette période hivernale. Nous le verrons avec Mohamed Touanina et Boubkar Benrebret. De village en village, la caravane de la Fondation Mohamed V pour la solidarité a poursuivi 3 jours durant l'acheminement et la distribution des aides humanitaires aux habitants des zones rurales et montagneuses reculées du pays. Opération Grand Froid mise en œuvre en application des hautes instructions de Sa Majesté le roi Mohamed VI et qui en était à sa deuxième phase. Chaque ménage a bénéficié d'un kit de soutien composé de produits alimentaires, farine, riz, sucre, thé, sel, huile, lait en poudre et de couverture. Nous remercions Sa Majesté le Roi. Nous avions grandement besoin de cette aide humanitaire. Ici en montagne, il fait très froid. Cette aide nous permettra de faire face au froid rugueux de l'hiver. Vive Sa Majesté le Roi. Au niveau de la province de Beni Mellel, 12 communes ont été concernées par cette opération Grand Froid. 5000 kits ont été distribués aux populations rurales de la montagne au niveau de la province. Nous sommes très reconnaissants à Sa Majesté le Roi d'avoir ordonné cette opération de distribution d'aide alimentaire aux habitants des zones montagneuses affectées par le froid. Cette aide nous réchauffe le cœur. Au niveau national, la deuxième phase de l'action solidaire Grand Froid a ciblé près de 48 000 bénéficiaires issus de 9 provinces, à savoir Tinrir, Chichaoua, El Housima, Tazache, Fchaoun, Ifren, Boulmen, Taounet et Beni Mellel. Et pour faire face à la rudesse de l'hiver, les habitants des zones montagneuses se rabattent sur le bois de chauffage. Sauf que voilà, les prix sont chers et il reste difficile de se le procurer souvent. Des initiatives solidaires fleurissent pour offrir le bois de chauffage gratuitement aux populations. Zoom sur une action qui profite aux écoliers avec Omar Jlaidi et Maria Aouet. Au cœur de la province de Teza, les températures sont glaciales. Moins 15 degrés au petit matin et des enfants par dizaines qui se rendent sur le chemin de l'école. Au bout de quelques temps passés à marcher, le réconfort. Le grand four à bois de la classe tourne à plein régime. Toutes les demi-heures, le feu est alimenté en bois de bûche. Il fait désormais 23 degrés et toutes les conditions sont réunies pour bien apprendre. Nous sommes soulagés pour la livraison de bois que nous recevons chaque année en hiver. Grâce à ce bois, nous pouvons chauffer toutes les classes de l'école sans interruption. Les enfants ont chaud, ils sont heureux d'être là et assimilent mieux les leçons. Combustible indispensable pour chauffer toutes les classes de l'école, le don de bois de bûche permet de lutter contre le décrochage scolaire. Heureux de retrouver les bancs de l'école, le taux d'absentéisme est quasi inexistant et les enfants sont épanouis. Chaque matin, avant l'arrivée des enfants, je vais vérifier le stock de bois de l'école. Lorsqu'il fait très froid, nous allumons le poêle à bois et en 10 minutes seulement, toute la classe est bien au chaud. C'est important d'avoir chaud pour bien étudier. Allié nécessaire pour contrer le froid de l'hiver, il faudrait en moyenne plus de 900 tonnes de bois pour chauffer les écoles des régions reculées du Maroc et offrir à tous les enfants les mêmes conditions d'apprentissage, un appel à l'égalité des chances. Et direction à présent Agadir, où la 6e édition du Salon Haliotis s'est clôturée. Une édition qui a enregistré la participation de plus de 300 exposants de 49 pays, tous actifs dans les secteurs de la pêche maritime et de l'aquaculture. Bilan et perspective de cet événement avec Etman Tazi, Hijb Tamk et Zakaria Moukinvillah. L'affluence est toujours aussi palpable au dernier jour du Salon Haliotis. Après un arrêt à cause de la pandémie du Covid-19, cet événement reprend de plus belle. L'occasion était toute donnée de prendre connaissance des avancées technologiques du secteur de la pêche maritime, aussi bien pour les spécialistes que pour le grand public.
C'est très intéressant. Nous avons appris beaucoup de choses, surtout les moteurs de bateaux, les blouses de travail des marins et aussi les centres de formation comme l'école royale navale. J'ai beaucoup apprécié ce salon. Une vraie découverte des différents types de poissons et des machines des bateaux. Au fil des années, le salon est devenu une vitrine du secteur halieutique et du tissu économique national. Pour cette édition, le potentiel de l'aquaculture ainsi que l'innovation ont été mis en avant. Nous avons accueilli près de 50 000 visiteurs. Le bilan de cette édition est positif. Il y a eu un cycle riche de rencontres et de conférences. Le salon confirme sa place de choix sur le plan régional et international. Cette année, 337 exposants issus de 49 pays ont pris part à cette 6e édition. Un salon qui se tient dans un contexte de croissance de la production nationale et des exportations des produits de la pêche maritime nationale en 2022, respectivement de 10% et 13% par rapport à 2021. La scène artistique en deuil, un grand nom de la chanson marocaine s'est éteint. Le célèbre chanteur Mohamed El Ghaoui est décédé hier à l'âge de 67 ans à Rabat des suites des complications d'une hémorragie cérébrale. Ce natif de Salé compte parmi les pionniers de la chanson marocaine avec un répertoire riche de près de 80 chansons aux mélodies puisées dans les rythmes du folklore marocain. Le défunt a participé à de nombreuses épopées, dont celle en 3 parties, écrite par l'artiste Mohamed Hassan El Joundi et présentée à l'Opéra du Caire, Malhamat L'Ahd. Il était également connu pour ses rôles d'acteur dans les séries Radia, Main dans la main, La vie continue ou Aswat al-Madina. C'est le noyau historique de la capitale, la Kasbah des Oudaya, un chef-d'œuvre monumental qui doit son succès à son emplacement stratégique, à sa structure, ses monuments historiques et culturels. Une promenade au parfum de l'histoire qui ravit les touristes. Visite guidée en compagnie de Yasser Lamrani et Maria Aouet. Située sur les hauteurs de la rive sud de l'estuaire de Rabat, la Kasbah des Oudaya, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, surplombe l'embouchure du Bourré grec, comme un phare au milieu de la ville. Bâtie au XIIe siècle par les Almohades, cette ancienne forteresse historique cache derrière ses remparts millénaires un jardin de style hispano-mauresque, où l'on vient se perdre au milieu des feuillages et des arbustes odorants. La Kasbah des Oudaya est un lieu absolument magnifique. J'ai visité plusieurs villes du Maroc, dont Agadir, Marrakech et Casablanca, mais je dois vous avouer que Rabat est de loin la plus belle ville du royaume. À quelques pas de la citadelle, le musée de la parure ouvre ses portes. À l'intérieur de son antre, des bijoux ancestraux, des parures d'argent, de bronze et d'or s'offrent au regard de tous. Le patrimoine marocain rayonne dans toute sa splendeur. Le musée de la parure est à lui seul un joyau architectural, mais c'est aussi une immense réussite artistique. Les bijoux exposés sont absolument magnifiques, tout comme la mise en lumière des œuvres. C'est la première fois que je visite ce merveilleux musée de la parure. C'est un endroit extraordinaire qui raconte notre histoire et qui met en relief les richesses de notre patrimoine. Rabat, ville lumière, capitale marocaine de la culture, offre aux visiteurs qui foulent son sol une échappée belle au cœur de son histoire séculaire et de son patrimoine millénaire. Et avant de nous quitter, direction l'Italie, plus précisément dans l'une des plus belles villes au monde, Venise. La cité renoue avec son célèbre carnaval.
Un programme grandiose avec des défilés, des bals, des spectacles et des parades aquatiques. Un événement emblématique placé sous le signe du zodiaque. De belles images que nous vous invitons à regarder. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite des programmes sur Al Oula.